Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous, en direct de la planète Iti. Bonjour chers émotifs talentueux, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans lequel j'ai eu envie d'aborder avec vous un sujet que je remarque assez souvent. Alors je pars du constat que, bien entendu, quand on est concerné par le haut potentiel, beaucoup d'entre nous avons besoin de nous nourrir d'un point de vue, on va dire, intellectuel, de réfléchir, d'être nourri, de découvrir de nouvelles choses, de comprendre, d'analyser, et c'est bien normal. Mais je me questionne beaucoup, et c'est l'objet de ce podcast, du jour de cet épisode du moins, de l'intégration de certaines choses, parce que beaucoup d'entre nous restons dans la tête et ça descend pas. C'est un petit peu comme si le savoir est là, mais comme si ça ne descendait pas au niveau de l'intégration. Et c'est vrai également au niveau émotionnel. Ce que j'ai souvent l'habitude de dire, c'est qu'on peut pas donner une réponse intellectuelle à une réaction émotionnelle. Je le répète, on ne peut pas donner une réponse intellectuelle à une réaction émotionnelle. Alors, si, on peut le faire, techniquement c'est possible, mais il arrivera à un moment donné, comme l'émotion n'a pas été écoutée, comme elle n'a pas été accueillie, comme on n'en a pas pris soin de cette émotion, de ce qu'en tout cas elle était en train de nous dire, eh bien, le grand risque, c'est qu'elle vienne nous rechercher et de manière de plus en plus intense dans le futur. Okay. Alors aujourd'hui, je vais vous parler effectivement de graines de connaissances. Peut-être que si vous ne connaissez pas le concept de développement des 5 graines que j'ai conçu, je vous en reparle d'ailleurs à la fin de cet épisode pour que vous puissiez faire le quiz si vous avez envie de voir où vous situez. Il est constitué de 5 graines et aujourd'hui, j'ai plutôt envie de m'attarder à la graine de connaissance. Graine de connaissance qui, dans sa base, si je peux dire, dans sa version dormante, comme j'ai l'habitude de dire, c'est cette graine qui me donne envie d'apprendre, d'analyser, trouver des réponses, mais qui reste très fort dans la tête. Et on en a besoin. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas ça qui est important. C'est une base qui va nous permettre de pouvoir avancer. Mais si cette graine, elle ne se développe pas, s'il ne vient pas à maturité, pour qu'on puisse effectivement l'accueillir à un moment donné, on va avoir besoin d'aller en soi. On va avoir besoin de ce moment d'introspection dont je vais vous reparler. Ok. Je donne un exemple, ce qui me paraît assez évident pour pouvoir vous situer. Par exemple, quand on découvre son haut potentiel, sa singularité, on n'est pas encore tout à fait sûr que c'est du haut potentiel, du multipotentiel. On a besoin de comprendre quelle est la différence entre l'un et l'autre. Et qu'est-ce que l'hypersensibilité vient faire là? Mais non, moi je suis juste hypersensible, mais pas haut potentiel. Ce sont toutes des questions qui se posent, et la graine de connaissance, elle passe bien entendu par la compréhension de ce que ça veut dire, tous ces éléments-là, de cette singularité. Et donc, on va lire, on va se documenter, on va vouloir comprendre, on va se comparer, on va questionner, on va venir au congrès Douance chaque année, ou en tout cas l'année l'édition qui va suivre sa découverte. Vous allez venir, c'est à ce moment-là d'ailleurs que vous arrivez, vous écoutez mon podcast par exemple, etc., etc. Et c'est bien normal, je ne remets pas ça en question, mais par contre, si on veut vraiment évoluer, s'épanouir, se réaliser, ce sont tous des termes que j'entends très souvent dans le langage au potentiel, pas que, évidemment, il va être essentiel de changer les choses et de passer à ce que j'appelle les étapes suivantes. Alors, en quoi elles consistent, ces étapes suivantes? Il y a une notion que j'ai très souvent valorisée quand j'accompagnais en individuel, en coaching, c'est ce côté prise de conscience. J'ai souvent dit que comprendre n'est pas guérir,
mais que comprendre était une première étape, et ce qui permettait de mettre en mouvement et de faire émerger le changement, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est qu'à un moment donné, on se rend compte que il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être qu'on n'en était pas du tout conscient, que bah, finalement, ce qu'on disait auparavant, qu'on a répété plein de fois, bah, c'était peut-être quelque chose de tout à fait juste, que une situation dans laquelle on est depuis, que l'on vit depuis une série d'années, ben on se rend compte tout d'un coup, bah non, ça ne me va plus, ça c'est pas ok, que une relation dans laquelle on s'est peut-être même épanoui pendant pas mal d'années, et puis à un moment donné, on se dit mais il y a une prise de conscience. On peut se dire, par exemple, mais pourquoi est-ce que je continue à échanger avec cette personne? Qu'est-ce qui fait que je partage encore plein de moments avec elle, alors que chaque fois que je sors d'une rencontre avec cette personne, je me sens plombée. Par exemple, hein, il y a des tas d'exemples. Ça, ce sont des prises de conscience de schémas répétitifs. Je veux dire, mais au fond, je me rends compte que quand je regarde je fais une rétrospective sur mes activités professionnelles, bah, je me rends compte qu'à chaque fois que je pars d'une entreprise, c'est parce que je me suis ennuyée. Alors, parfois, c'est très soudain, ces prises de conscience. Parfois, ça prend un petit peu plus de temps. Et moi, je dis que les prises de conscience qui secouent vraiment, c'est celles où, à un moment donné, c'est waouh, comme un clic. Et une fois de plus, au départ d'un questionnement, et ça, c'est là où je veux en venir aussi, ces prises de conscience, elles se font pas juste comme ça. Elles se font parce qu'à un moment donné, on a pris un moment d'introspection, on s'est questionné, on est allé voir en soi. Parce que sinon, si on va pas voir en soi, on n'a pas forcément les bonnes réponses. Hein. C'est notre tête qui peut nous donner des réponses mentales, des comme il faut, comme on pense, par convention, parce qu'on a appris telle chose, etc. Dans notre famille, dans notre vie. Mais un questionnement, il peut se passer de soi à soi, ou typiquement en accompagnement, ou avec un ami qui va venir chercher, qui va vous questionner, qui veut aller dans vos retranchements, etc. C'est à ce moment-là que ces prises de conscience émergent. Ok. Une fois de plus, ça prend un temps d'introspection. Hein, donc ça, c'est la partie mature de la graine de connaissance. Et ça demande d'aller, de s'écouter et pas s'écouter dans la tête. Donc pas écouter toutes ces choses qu'on peut se raconter. Alors on peut, mais ce qui est important, c'est d'aller au fond. Et c'est là où je parle très très souvent du corps et du ressenti et de toute façon de vibrer. Moi personnellement, pour l'instant, j'ai beaucoup beaucoup de décisions à prendre au niveau de mon activité professionnelle. C'est pas forcément confortable. Alors évidemment, graine de connaissance, ma tête va me dire oui, ok, si je fais ça, ça va se passer comme ça. Je vais me faire plein de scénarios, mais qui sont quand même excessivement mentaux. Je vais avoir des échanges avec d'autres personnes pour leur demander, tiens, comment est-ce que tu as fait, comment tu as vécu telle expérience, où as-tu été chercher de l'aide, etc. Et je pense que ça fait partie du chemin et c'est important. Mais au moment de prendre mes décisions et de voir vraiment ce qui est juste pour moi, je fais vraiment référence à ce qui se passe en moi. Qu'est-ce que mon corps me dit en fait? Et c'est tout simplement pour ceux pour qui n'ont pas l'habitude de ce genre de langage ou qui se disent mais avec quoi elle vient, c'est simplement ressentir, tiens, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je sens de la tension? Est-ce que c'est agréable? Là, par exemple, je dois faire dans les prochains jours un choix entre deux accompagnements. Donc, en ce qui me concerne, je peux pas faire les deux. Je n'ai pas envie de faire les deux parce que ça va être de trop et que j'ai besoin d'espace dans ma vie aujourd'hui. Et donc, voilà, il y a du pour et des contre des deux côtés. Hein. Donc, mon mental et ma capacité d'analyser les choses de manière très pragmatique vont peser le pour et le contre, mais ce qui est en train de me faire avancer vers ma décision finale, c'est ce que je ressens. Hein. Dans un type d'accompagnement, je sens vraiment oui, de l'énergie, même de la joie, du pétillement. Alors c'est tout récent, hein, je viens d'échanger avec la personne récemment, donc je vais laisser décanter. Parce que ça, c'est important pour moi aussi, sinon je vais me précipiter dans mes décisions. Et puis l'autre possibilité, je peux pas dire que ça génère de la tension, je n'irai pas jusque-là, mais il y a quelque chose que je ressens de plus lourd, de moins pétillant. Donc
moi, si ça perdure dans les jours qui viennent, je sais que ma décision ira, même si mon mental me dit que peut-être la, l'accompagnement dans lequel je sens moins de vibrations et prouver ceci, machin, etc. Intellectuellement, peut-être que je pourrais me raconter des salades et de me dire que c'est de ce côté-là que je vais. Je sais que je vais écouter mon énergie parce que je sais que c'est juste. Et ça l'est pour tout le monde, hein. Je pense que c'est intéressant d'expérimenter ces choses-là. Moi, j'ai pas osé tout de suite, hein. Je me suis très très souvent référée à ce que mon mental et ma capacité d'analyse, parfois même très poussée, pouvaient me renvoyer, et j'ai pas forcément fait les bons choix. J'ai pas fait les choix de cœur, ok? Donc il y a probablement une balance, un équilibre à trouver alentour de ça. Et je rappelle en fait, hein, ce que c'est que analyser, c'est une opération intellectuelle qui consiste à décomposer un tout en ses éléments constituants et d'en établir les relations. Alors ça, c'est la définition du dictionnaire, mais je trouvais assez intéressant déjà de venir avec une définition du dictionnaire. Ça, c'est vraiment la graine de connaissance dans son côté dormant, hein, et qui est OK. Ah, c'est vraiment d'analyser les choses intellectuellement. Mais voilà. Alors, j'ai envie de vous donner un exemple pour que ça rende les choses concrètes. Admettons que je suis au travail, peu importe le contexte du travail, et je me rends compte que je n'arrive pas bien à communiquer avec ma collègue. C'est tendu, je n'arrive pas à me faire comprendre. Il y a plein de choses. Et donc, je vais analyser. Ça va être une première réflexion, hein, de me dire, ou un premier réflexe plutôt. Je vais me dire, OK, qu'est-ce que j'observe? Quels sont les faits? Je vais chercher à comprendre pourquoi elle fait ça, pourquoi elle le fait comme ça, pourquoi elle me parle pas alors que d'autres elle parlent, pourquoi est-ce qu'elle me répond agressivement, est-ce que j'ai fait quelque chose de contraire, et je vais quand même raconter plein de choses, pourquoi systématiquement quand il y a telle ou telle chose, elle me les renvoie à moi, pourquoi elle m'ignore à certains moments, est-ce que c'est elle qui a dit quelque chose à tel collègue et qui fait que ben, tel collègue il me parle moins, et on est excessivement doué pour faire plein de théories et à sortir aussi de l'analyse, hein, et de partir dans des choses comme ça qui finalement ne sont jamais que des interprétations, hein. Donc il y a le factuel, j'observe, et puis il y a les interprétations. Okay, et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On cherche à justifier. Mais quand on se penche sur la collègue, dans mon exemple, ou sur le côté systémique, je ne dis pas une fois de plus qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que quand on ne fait que ça, qu'est-ce qu'on fait? On cherche une justification et on cherche à mettre la responsabilité ailleurs que sur soi. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas forcément ça n'a pas forcément d'intérêt de faire ça, sauf l'analyse en tant que telle, mais ça n'a pas forcément, ça ne nous aide pas forcément à avancer. Ah, ça ne nous aide pas forcément à sortir de l'inconfort. Parce que si je continue à me demander ce que ma collègue fait pour que ce soit compliqué au travail et que je ne vais pas chercher en moi ce qui se passe, bah, je risque de tourner en rond pendant tout un temps et même de quitter cette entreprise et de recommencer le même schéma ailleurs. Ah, et c'est vrai, je vous donne l'exemple de l'entreprise et du travail, mais je pourrais vous en donner des tas d'autres. Okay, donc l'important, c'est de revenir à soi. Moi, j'aime commencer par l'aspect émotionnel et d'avoir cette capacité, ce courage aussi, de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe émotionnellement en moi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qu'elle me raconte, ces émotions-là? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et donc, c'est vraiment important de pouvoir partir vers ce côté introspectif, hein, qui, quelque part, nous permet d'observer ce qui se passe au niveau de nos sentiments, mais aussi de nos motivations, ok, ou de nos démotivations, et donc de se poser des questions qui sortent de l'analyse, ok. Et on peut aller un petit peu plus loin, c'est ok, est-ce que ça t'est déjà arrivé ce genre de choses? Avec qui? À quel moment? Hein, qu'est-ce qui fait que ça arrive systématiquement dans des circonstances telles que celle-là? À quoi ça fait référence? Par exemple, peut-être que j'ai une collègue autoritaire et que ce qui est difficile pour moi quand elle me parle, cette collègue, c'est son côté autoritaire. Et oui, tiens, autoritaire, ça fait, oh, bah, ça me rappelle l'école. Hein, ce prof qui pendant des années faisait preuve d'un autoritarisme, ou ça me rappelle peut-être mon père,
ou que sais-je. Et c'est pas pour faire de la psychologie à 5 balles, comme je dis. Euh, c'est vraiment un moyen de te dire, OK, là, ce que je suis en train d'identifier, c'est ben, à quel endroit je suis blessée. C'est normal, hein, en tant qu'être humain, on est tous blessés à un endroit ou à un autre. Hein, on n'est pas en train de parler de choses ultra compliquées, etc. On est juste des êtres humains. C'est important, important de comprendre et d'accueillir le fait que, bah oui, de temps en temps, ça fait mal. Et que même si on a tous eu, ou une partie d'entre nous plutôt, avons eu une enfance heureuse, eh bien, ça peut quand même piquer à certains moments. Et donc, pour moi, c'est vraiment le fait de faire la différence entre se raconter des salades intellectuelles. Moi, je fais ça très très bien. J'ai fait ça super bien pendant des années. J'essaye de le faire de moins en moins. Ou en tout cas de repérer en disant, mais là, tu te racontes des salades, là, arrête. OK, qu'est-ce qui se passe vraiment en toi? OK? Aujourd'hui, je sais le faire toute seule. Mais il m'a fallu un certain temps pour que j'ai quelqu'un qui vienne me dire, non, non, hein, j'ai comme ça eu une thérapeute qui me disait, mais arrêtez, je pense que j'en ai parlé récemment, mais arrêtez de me parler de lui. Je m'en fous, je suis là pour vous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça dit de vous? Et je me souviens vraiment, moi, ça a été une séance, je parlais de prise de conscience tout à l'heure, voilà, une séance où pas, j'ai vraiment pris conscience de quand quelque chose était douloureux, bah, j'allais chercher à l'extérieur parce que j'avais peur de plonger dans ma souffrance. Et mon constat, c'est au plus je résiste à la souffrance, au plus elle perdure. Tandis que quand je vais regarder, je vais plonger. Je suis pas obligée de rester là-dedans longtemps non plus. Je vais plonger, je vais juste accueillir et je peux continuer mon chemin. Et ça ne veut pas dire qu'on reste dans la souffrance. C'est bien ça mon propos, hein, entendons-nous bien. Mais c'est important de pouvoir identifier nos blessures, ce qui nous fait réagir. Parce que si chaque fois on met le couvercle dessus, ça va se représenter et de manière de plus en plus importante. Hein. C'est vraiment une question de soin. J'aime bien la métaphore qu'un jour j'ai eu de Lise Bourbeau, avec qui j'ai suivi, hein, c'est elle qui a écrit Les 5 blessures de l'âme. J'ai fait tout un cursus de formation avec elle il y a une vingtaine d'années. C'était tout le début de mon développement personnel. Et en fait, elle expliquait que quand quelqu'un, je reprends assez souvent cette métaphore parce que je trouve elle est intéressante, elle explique bien les choses. Elle disait que quand quelqu'un arrive et donc vous êtes blessé au bras, et puis il y a une personne qui arrive et qui veut vous saluer chaleureusement et qui vous touche le bras. La personne vous a fait mal. Mais c'est pas parce qu'elle voulait vous faire mal, c'est parce qu'au fond, il y a une blessure qu'elle n'a pas encore été suffisamment soignée et que quand on touche cette blessure, qui n'est pas visible par l'extérieur, eh bien, ça fait mal. Et ça, je trouve que c'est vraiment important de conscientiser cet aspect-là des choses, ok? Parce que sinon, on continue à accuser l'autre de nous avoir fait mal, d'avoir appuyé sur la blessure. Ah, mais là, j'ai une blessure, t'avais pas vu? Ben non, je suis vraiment désolée, j'avais pas vu, pour peu qu'on l'exprime en plus, ok? Sinon, on continue à dire que les autres ne nous comprennent pas, qu'ils fonctionnent pas comme nous, et accuser. C'est vraiment ça en fait. Hein, remettre la faute à l'extérieur et accuser énormément. Et en fait, moi, je connais pas de personnes qui ont arrêté de souffrir, qui se sont réalisées, qui vont bien, sans avoir fait ce minimum d'introspection, sans avoir pris soin de regarder, et peut-être même d'aller travailler avec un professionnel. Hein, ça peut être ça. Ou alors, il y a des personnes qui vont dire, oui, oui, non, mais moi, tout va bien. Et en fait, ce sont les personnes qui se sont mais blindées émotionnellement. Bon, tant que ça tient, hein, mais qui cherchent des solutions dans la tête, etc. Le potentiel souci, je dis bien potentiel, c'est que parfois, il y a des personnes qui explosent en plein vol à un moment donné parce qu'elles sont tellement blindées, et c'est un système de défense, c'est OK, elles sont tellement blindées que à un moment donné, il se passe quelque chose et parfois c'est un grain de sable dans la vie et tout s'écroule. En fait, et ça peut être plus compliqué. Donc, pour moi, le côté introspection et accueil de ce qui se passe en vous, ça vous donne des points. Je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais c'est ce qui est bien. Ou en tout cas, ça vous permet de limiter ce genre d'explosion en vol, comme je dis. Voilà. Alors attention, je reprécise un truc parce que quand on parle de souffrance, on a tendance dans les médias à associer le haut potentiel et l'hypersensibilité à un poids, à quelque chose de souffrant. Je répète que c'est pas le haut potentiel ou l'hypersensibilité qui fait souffrir, c'est l'histoire de vie et parfois même certains traumas qui font que effectivement on peut être en souffrance, mais
Le risque, c'est de dire que c'est à cause du haut potentiel. Et ça, c'est pas juste parce que ça ne vous permettra pas de vous en sortir. Ok. Et une fois de plus, je ne dis pas que c'est simple. Il y a une complexité, effectivement, qui peut avoir les points positifs et les points négatifs, mais chacun son histoire, chacun ses croyances limitantes, chacun sur son chemin de développement personnel. Et je suis absolument convaincue que le haut potentiel peut au contraire être une belle ressource et que le fait d'être concerné par en tout cas la haute sensibilité peut également nous mener sur un chemin de résilience. C'est un sujet qui sera abordé dans le congrès 2022 parce que je le trouve vraiment, vraiment important. Comment on fait pour comment on fait sur ce chemin de résilience? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on peut être attentif? Est-ce qu'il y a des choses importantes qu'on a toute cette capacité à développer? Je ne sais pas si le mot développer est le bon, mais cette résilience est importante pour moi. Ok. Alors, quand je vous parle de tout ça, je vous parle aussi d'intelligence émotionnelle. Vous savez que si vous m'écoutez régulièrement, pour moi, il y a l'intelligence dont on parle souvent et qu'on associe parfois uniquement. C'est uniquement ça qu'on associe au potentiel et d'ailleurs on dit intellectuel. Pour moi, c'est bien plus que ça. C'est un mode de fonctionnement différent. Je ne le répéterai jamais assez. Et pour que ce soit bien vécu, il y a vraiment cette importance de développement de l'intelligence émotionnelle qui passe par bien se connaître pour, entre autres, au niveau émotionnel. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi? Euh, Qu'est-ce que ce ressenti-là est en train de me montrer comme message, comme chemin? Quelle est l'émotion? C'est tellement, tellement important, même si parfois on sait que ça peut être relativement intense chez nous. Ça permet aussi, quand on commence un chemin dans l'intelligence émotionnelle, qu'on commence à la développer, qu'on continue à la développer, c'est de voir, mais qu'est-ce qui se passe dans la relation? Et il n'y a pas un fautif ou l'autre, c'est, voilà, il y a quelque chose dans la relation qui se passe. Quelle est ma part de responsabilité? Quelle est la part de responsabilité de l'autre? Parce que c'est toujours une co-responsabilité. Et puis, c'est aussi de pouvoir comprendre que l'autre a des émotions et pas juste au sens empathique, parce que on parle très souvent de l'hyper-empathie. Ouais, je ressens tout ce que l'autre ressent, je suis une éponge. Mais ça veut pas dire que je suis à la place je suis capable de mettre à la place de ma collègue, bah, qui elle a peut-être exactement les mêmes questions que moi. Je reprends mon exemple de départ. Elle a peut-être exactement les mêmes questions que moi. Au niveau de mon mode de fonctionnement, elle ne comprend peut-être absolument pas comment je fonctionne. Elle a peut-être aussi l'impression que je lui en veux ou que systématiquement je lui parle pas et des choses comme ça. Euh, donc ça demande vraiment de pouvoir communiquer. Je prends un exemple en équipe récemment. Moi j'aime bien blaguer. Ça me fait du bien. Enfin bon, j'imagine c'est une personne, mais ça fait vraiment partie d'un de mes traits de caractère. Mais par contre, même entre HP, on se comprend pas du jour sur l'humour. Et j'avais écrit un truc à une personne de l'équipe. Et en fait, ça n'a pas été entendu du tout de la manière dont moi je voulais que ce soit amusant. Au contraire, mais là où il y a de l'intelligence émotionnelle et que je trouve ça vraiment cool, c'est que la personne de l'équipe m'a dit oui, j'ai eu l'impression que je t'énervais. Et qu'est-ce qui t'a donné cette impression-là? Donc d'abord, je suis très contente que la personne m'en ait parlé, parce que je trouve que c'est important. Qu'est-ce qui te donne cette impression-là? Et puis bah, j'ai répondu, tiens non, ça c'était vraiment une blague parce que voilà. Et en fait, on s'était pas du tout compris. Et puis oui, effectivement, là, la personne, à part son empathie, avait compris que j'étais énervée, mais ça n'a absolument rien à voir avec la personne. Ça avait juste à voir avec moi le fait que oui, on me demandait un truc et que dans le fond, j'avais pas très envie de le faire, mais que j'étais tout à fait consciente que c'était important que je puisse donner les directives et que ça faisait partie de mon job. Ok. Donc voilà, c'est reprendre ma responsabilité. Bah oui, je le fais parce que ça a du sens de le faire. Et oui, effectivement, je clarifie avec ma collègue que s'agit absolument pas de quelque chose de personnel. Si je suis énervée, c'est parce que j'ai beaucoup à faire et que c'est pas le genre de truc qui m'amuse, par exemple. Ok. Euh, et je reprends encore, je donne d'autres exemples du fait, parce que je reviens au haut potentiel, quand très souvent on dit c'est la faute du haut potentiel, alors on ne le dit pas comme ça, je vous donne des exemples. Il y a personne qui choisit de tout remettre sur le dos du haut potentiel. Et en fait, perso, je me dis, oh là là, c'est dommage, parce que tant que on choisit, parce que pour moi c'est un choix,
de penser, de remettre toute une série de choses qui nous arrivent sur, comme je dis, le dos du haut potentiel, ben, ça ne va pas nous permettre d'évoluer. J'ai des exemples. Il arrive, bon, mon enfant n'est pas intégré à l'école. Je n'ai pas d'amis. C'est à cause du haut potentiel. J'ai du mal à trouver un travail parce que les employeurs ne me comprennent pas. C'est à cause du haut potentiel. Je suis rejetée. C'est à cause du haut potentiel. Je suis en souffrance à cause du haut potentiel. Mes collègues ne me comprennent pas ou ne m'intègrent pas à cause du haut potentiel. Hein, et ça peut être tout à fait autre chose. Mon enfant n'est pas intégré à l'école. Alors, ça, c'est le haut potentiel, c'est du raccourci. Qu'est-ce qui fait que mon enfant n'est pas intégré à l'école? Qu'est-ce qu'il vit, votre enfant? Est-ce que vous avez fait les démarches de comprendre ce qui se passe? Est-ce que votre enfant a pu l'exprimer? Et je ne suis pas en train de vous donner des recettes miracles et vous dire que c'est facile. Hein. C'est pas ça du tout que je dis. C'est parfois même très complexe. Ça peut, dans certains cas, être un chemin plus fastidieux que pour d'autres. Mais ce que je sais, c'est que juste dire ah j'ai raté parce que je suis au potentiel et que je ne donne pas les réponses comme les profs les veulent. C'est une conversation que j'ai eue à un moment donné avec mon beau-fils. Je dis, oui, ok, mais alors, ça veut dire que tu vas toujours rater. Ah oui, mais le système, machin, etc. Oui, ok, le système est comme il est. Et moi, j'ai tenté d'échanger avec lui. Je dis, et si tu prenais le temps de ton côté d'exprimer, de comprendre le système, de questionner de l'autre côté, et puis peut-être d'apporter des solutions. Mais plutôt que d'attendre que le système ou que l'environnement change pour toi, parce que ça va pas être le cas. Hein. Ça va pas être le cas si vous rencontrez de temps en temps des personnes qui peuvent être là-dedans, bah, c'est génial, ça arrive, mais c'est quand même pas tous les jours. Donc voilà, un exemple, même chose. Euh, Mes collègues ne me comprennent pas. Est-ce que moi j'ai pris le temps de comprendre mes collègues? Est-ce que j'ai pris le temps d'exprimer quels étaient mes besoins et d'écouter les besoins de mes collègues? Je répète ça tellement souvent, mais c'est tellement important. Et je ne dis pas non plus que c'est facile. Mais les relations humaines ne sont en soi pas forcément faciles. Mais au plus on apprend à aller en introspection, à se connaître, à connaître ses besoins, à savoir ce qui est important pour nous, à savoir ce qui nous motive, à être au clair avec ça, au mieux on peut l'exprimer. Hein, j'en parle dans le concept du cycle de développement des 5 graines. Hein, il y a cette sagesse aussi à un moment donné de ne pas attaquer tout le monde et de te dire ok que j'ai ma part de responsabilité et ensuite ce courage d'exprimer et d'oser dire que bah, vous fonctionnez autrement, que vous avez besoin de telle ou telle chose mais aussi d'aller demander à l'autre. Et toi, de quoi aurais-tu besoin de ma part? Et laisser, par exemple, l'espace à l'autre pour vous dire, écoute, quand tu donnes les instructions, c'est super rapide et en plus, comme je vois que tu aimes bien que les choses aillent vite, et parfois j'ai constaté une impatience chez toi, mais j'ose même pas te demander de me répéter. Hein, hein. Est-ce que vous avez pensé que ça peut être tout simplement ça chez votre collègue? Est-ce que vous laissez de la place? Parfois, on est maltraitant sans s'en rendre compte. Moi, je sais que quand j'étais employée et que j'étais manager, je l'ai été. Et peut-être encore après, sûrement que je l'ai été également parce que je ne comprenais pas ça. Hein, et donc, ça a été un chemin. Donc, comprendre son mode de fonctionnement, ça reste très, très important. Nécessité de revenir à soi, l'introspection. Hein, c'est pour ça que parfois, moi, j'ai des personnes qui disent, ouais, vous parlez pas à des vrais hauts potentiels, etc. C'est vraiment amusant parce que c'est comme si quand on travaille, si je peux dire, quand on s'adresse à des hauts potentiels, on devrait s'adresser que à la partie intellectuelle et ne faire que comprendre. Mais les personnes concernées par le haut potentiel ou l'hypersensibilité, elles ont aussi besoin de se réaliser, elles ont aussi besoin de se développer. Et donc, moi, c'est là où je vais. Je reste pas que dans la compréhension, je vous donne des clés, en tout cas, je tente de vous donner des clés à travers mon expérience à la fois personnelle et professionnelle pour que vous puissiez avoir des modèles et des façons de pouvoir vous aussi vous épanouir et de vous développer dans ce qui est important pour vous sans rester uniquement dans la tête. Et je dis pas qu'il faut couper la tête, hein. Enfin certainement pas, mais couper l'analyse, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Hein. Alors, je fais le lien aussi avec un autre épisode, l'épisode 11, sur la théorie de la désintégration positive de Dabrowski, où j'explique que l'épanouissement passe par différentes phases de développement.
qu'on peut retrouver dans notre mode de fonctionnement, et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et que régulièrement on va passer par ces phases de développement, et que donc dans ces phases de développement, il y a effectivement le fait de vouloir comprendre, et c'est bien légitime, mais que ça n'est pas suffisant, que par la suite, ça va être intéressant d'aller voir en soi pour faire des prises de conscience qui vont nous permettre de mettre en mouvement et de réadapter, de se réaligner en fonction de ce qui est important pour nous. Okay? Alors, je vous parle du quiz des 5 graines. Alors, certains d'entre vous l'avaient déjà passé, vous avez déjà un aperçu de ce que je vous propose, c'est-à-dire pouvoir évaluer à quel stade vous en êtes dans votre acceptation, votre intégration de votre singularité, que ce soit le haut potentiel ou l'hypersensibilité ou le multipotentiel, mais également où vous en êtes dans le développement de chacune de ces graines qui constituent le cycle. Donc en fait, vous pouvez passer un quiz, il est gratuit. Vous le trouvez sur www.émotif-talentueux.com, c'est au pluriel, donc aussi bien émotif que talentueux avec un S et un X, /graines également au pluriel. Donc je vous le répète, www.émotif-talentueux.com /graines. Et vous aurez accès au quiz et vous allez recevoir effectivement une analyse de vos résultats avec des scores, mais également un PDF dans lequel vous avez toute une série de clés. Il est excessivement riche, il y a une bonne quinzaine de pages. Vous allez recevoir des clés par rapport auxquelles vous allez pouvoir mettre en place toute une série de choses pour développer effectivement ce potentiel. Voilà, je serai très heureuse de vous retrouver prochainement pour le prochain épisode. Je vous dis à tout bientôt.